Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour du côté du Tour d'Italie. Étape numéro 10, étape contre la montre, deuxième et dernier contre la montre de ces 3 semaines de compétition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, qui a performé, qui a eu plus de mal dans ce contre la montre, qui a eu des conditions très changeantes, notamment dans la dernière heure de compétition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui font un super thanks. Je remercie également les gens qui prennent le temps de cliquer rapidement dès la mise en ligne des différentes vidéos. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Comme je le disais, des conditions assez changeantes du côté de cette étape. Pour les premiers partants, ça a été le vent. Le vent qui a été assez différent entre les premiers partants qui n'avaient pas forcément beaucoup de vent, et ensuite le vent s'est énormément renforcé. Donc ça a fait quelques changements au niveau de la hiérarchie, avec certains concurrents qui ont eu du mal à gérer le vent, très clairement. Et puis ensuite, sur les 20 derniers départs, parce que grosso modo la pluie est arrivée vers 16h10, 16h15, donc vraiment ça a joué sur les 20 derniers départs. Il y a eu des conditions très différentes entre des coureurs qui sont partis sur le sec, qui ont fini sous la pluie, des coureurs qui sont partis sur le sec mais qui au bout de 5-6 minutes de course comme Roglic ont eu du mouillé, mais qui ont fini dans les dernières minutes sur une route qui était séchante, et les derniers concurrents qui sont partis sous la pluie, qui ont eu du séchant au milieu, mais qui ont eu de nouveau une énorme averse du côté de piste. Donc ça a été... il fallait avoir un peu de chance aujourd'hui, vraiment. Vous savez que je suis pas très fan de dire qu'il faut avoir de la chance, mais pour le général, il fallait avoir un peu de chance. Pas pour la victoire du côté de l'étape, mais du côté de la victoire au général. Ouais, il fallait avoir un peu de chance pour pouvoir gérer correctement cette étape avec ces différentes variétés de temps. Je trouve que c'est un bon contre-la-montre, alors qu'il n'était pas très bien réalisé, parce que par exemple Simon Yates, il y a plusieurs, David Gaudu qu'on n'a pas du tout vu, du côté des Français, Storer aussi qu'on a très peu eu. Il y a quand même 5-6 mecs qu'on aurait pu voir beaucoup plus, avec notamment l'écran splitté, mais vous savez que je trouve à chaque fois que les contre-la-montre sont très mal filmés. Par contre, moi j'ai pris du plaisir à regarder cette étape et à suivre cette étape, donc ouais, je mettrais un bon 14 sur 20. Je trouve que c'est un contre-la-montre qui était assez intéressant, et avec pas mal de rebondissements dus au temps, hein, pas forcément dus aux coureurs, mais dus aux conditions climatiques qui ont joué avec les nerfs des coureurs. On commence tout de suite avec les derniers du classement. C'est Marco Brenner qui ferme la marche aujourd'hui. Il est même passé limite au niveau des délais, Marco Brenner, parce que le vainqueur a gagné en 32-30, voilà, précisément. Donc à 6-13, je pense que les délais, donc 30% de 30, ça devait faire un 3 minutes. Pas un 3 minutes, pardon, 30% de 30 minutes, oui, ça devait faire un peu plus, mais ça devait faire 6 minutes. 30, quelque chose comme ça. Donc du côté de Marco Brenner comme du côté de Michael Honoré, ça s'est joué à pas grand chose, parce qu'ils l'ont fait vraiment en dedans. Bon, c'est un contre-la-montre, une grande partie des coureurs l'ont pas fait à fond. Parce que pas forcément d'intérêt, parce qu'on joue plus rien du côté du classement général, parce qu'on n'est pas bon dans cette discipline-là, et qu'on se préserve un petit peu pour des étapes de baroudeur, peut-être dès demain, mais aussi pour le reste de cette semaine, aussi du côté des équipiers, des sprinters, où les sprinters ont des opportunités, donc il faut pouvoir les épauler correctement. Donc on le voit, hein, du côté des derniers concurrents, soit on a des équipiers du côté des équipes montagne, soit on a des équipiers au niveau du sprint ou des sprinters, mais pas forcément des grands noms. Vous voyez, hein, Scaroni assez loin, Ladio, Vader également qui finit à plus de 4 minutes.
Bilbao, hein, équipier de Tiberi, mais pas forcément des grands noms du côté des derniers du classement général. Je pense que le premier grand nom, c'est Nairo Quintana, qui perd 4 minutes aujourd'hui. Il avait déjà pas fait un très bon contre-la-montre inaugural, lors du deuxième jour de course. Pardon, c'est chaque fois que je dis inaugural, sauf que c'était le deuxième jour de course, mais il n'avait pas fait déjà un très bon contre-la-montre du côté de l'Albanie, donc pas vraiment de surprise du côté de Nairo Quintana, qui joue quand même vraiment le rôle d'équipier autour de Heiner Rubio. Quintana, lui, il est parti dans des conditions parfaites au niveau de la route, hein. C'était sec quand Quintana est parti, comme il avait déjà perdu pas mal de temps, il était déjà à plus de 7 minutes 50. Il était derrière notamment un Max Pool, donc il est parti dans des conditions idéales, sauf que bon, tu vois que l'objectif est plutôt d'accompagner Heiner Rubio, pourquoi pas d'aller chercher des échappées également en troisième semaine, mais l'objectif n'était pas d'aller chercher la gagne aujourd'hui ou de faire la meilleure performance possible. Donc voilà, un Nairo Quintana qui finit à 4,03. Pas une grande surprise, on voit Van Duden, on voit Igor Argueta, finit loin avec Pietro Bonne, Kevin Genietz, mais là encore des coureurs qui ne jouent pas le classement général, qui sont au-delà de la 100e place. Fortunato, oui, assez loin Fortunato. Alors Fortunato, il avait aussi perdu du temps sur l'étape d'Estrade Bianche, hein. Il était avec Diego Ulissi. 3 minutes 35, je dirais qu'il est dans sa moyenne. Fortunato, c'est vraiment pas un coureur performant dans le contre-la-montre. Voilà, c'est quelque chose qu'il n'apprécie absolument pas. Lorenzo Fortunato, en plus, il se sont retrouvés à 3 ou 4 dans la descente, là où il y avait les épingles, avec Diego Ulissi. Il y avait également Roglic. Non, c'était pas Roglic. Qui était dans cette zone-là? C'était pas Cataneo. Non, c'était Derek G, pardon. Derek G qui est revenu très vite sur eux dans les enchaînements d'épingles. Je pense que ça les a un peu perturbés parce qu'ils ont dû laisser leur place à Derek G, donc ils ont perdu un petit peu de temps dans la descente avec Diego Ulissi. Mais on sait très bien que Fortunato n'a jamais été un expert, hein, du contre-la-montre. Et eux, ils ont fini avec un peu de pluie du côté de Fortunato. Ils ont commencé sur le sec, ils ont eu un peu de pluie sur la fin. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas non plus les pressions correctes, parce que la pluie s'est fait un petit peu attendre. C'est vrai que je vous avais dit hier quand j'ai enregistré la vidéo, mais ce matin pour vous, je vous avais dit la pluie plutôt vers 15h30. C'était plutôt vers cette heure-là où la pluie devait arriver. Et puis la pluie, s'est légèrement décalée au fur et à mesure de la journée pour arriver plutôt aux alentours de 16h15. Puis c'était particulier parce que on avait de la pluie sur Pise, mais on n'avait pas forcément de la pluie au départ. Puis après, on n'avait plus de pluie sur Pise, mais on avait de la pluie énorme au départ. Au milieu, on est toujours resté plutôt sur des zones assez sèches, sauf dans les virages. Donc voilà, c'était compliqué pour savoir quelle bonne pression de pneus adopter. Je pense du côté des équipes, les reconnaissances également qui se sont passées sous la pluie, ce qui a provoqué une chute du côté de Roglic. C'était vraiment pas des conditions idéales. Donc on voit Fortunato qui a perdu du temps, il est avec Formolo. On voit parmi les derniers Steinhauser, mais qui était déjà à plus de 50 minutes au général, qui a jamais été très bon également du côté du contre-la-montre Steinhauser. Et puis Maika, mais là aussi un équipier du côté de la UAE, ça n'a jamais été non plus sa spécialité. On remonte Zambanini, Ciota, dommage, 3 minutes 15 de perdu, lui qui fait plutôt un bon début de course. Le Norvégien avec la Arkea, notamment bien positionné dans le classement des jeunes, où il est bien positionné. Woodpool, Edmondson, bon voilà, on remonte un petit peu le classement, vous voyez que beaucoup ne l'ont pas fait à 100%, hein, même un Crossbike finit à 2,59. Et là on retrouve un grand nom, le perdant du jour pour moi. Le perdant du jour, c'est Bernal. Vous voyez, il est même derrière Rubio, derrière Carapaz. Pour moi, Egan Bernal, c'est le perdant du jour. Il est tombé.
en début de contre-la-montre. On ne l'a pas vu à l'écran, mais il l'a indiqué en interview après la course. Il était vraiment arrêté. Moi, je l'ai vu. On a vu des images de Bernal avant la fin du premier intermédiaire. Alors déjà que Roglic n'était pas rapide à ce moment-là, mais il a même perdu du temps sur Roglic. Et pourtant à ce moment-là, Roglic était vraiment arrêté, parce que c'est là où il a commencé à pleuvoir pour Roglic. Et du côté de Bernal, en plus, contrairement à Roglic qui a fini dans des conditions qui étaient très séchantes dans les 3-4 derniers kilomètres, Bernal, lui, a fini sous la pluie. C'est fou parce qu'entre Bernal et Roglic, il devait y avoir 6 minutes d'écart. Mais il y a eu vraiment des conditions très différentes entre les deux. Et lui, il a fini sous des trompes d'eau du côté de Pise. Alors l'avantage, c'est que eux n'ont pas eu de vent, contrairement aux leaders des meilleurs coureurs du côté du contre-la-montre. Mais forcément, ça a nui à la course d'Egan Bernal. Et puis j'avais l'impression pas à l'aise. Alors je rappelle, sa chute qui lui a coûté presque 1 an d'arrêt, c'était sur un vélo de contre-la-montre. Moi j'ai toujours eu l'impression qu'il avait un peu d'impréhension depuis cette chute sur le vélo de contre-la-montre, ce qui est tout à fait normal. Là on voit notamment dans cette fin, les trajectoires sont pas fluides. Il y a quelques virages, une ligne blanche, c'est pas des grosses courbes. Mais déjà, Roglic n'est pas très rapide dans ces portions-là. Bernal, on a l'impression vraiment qu'il est encore plus lent. Et je pense qu'il a perdu beaucoup de temps sur toutes les portions techniques. Et forcément, le dernier intermédiaire où lui, il l'a fait sous la pluie par rapport à Roglic, où lui, il était sur le sec, ça lui coûte énormément de temps à Primoz, à Egan Bernal, pardon. Et puis, on voit qu'il n'a pas fait un bon chrono parce que Rubio, par exemple, qui est pourtant pas spécialiste du tout de la discipline, s'en est bien sorti par rapport à lui. Et il perd même du temps par rapport à Carapaz. Il perd du temps par rapport à Ciccone, qui eux ne sont pas des spécialistes du contre-la-montre. Alors même si quand il pleut, ça nivelle un petit peu le niveau de performance des concurrents, parce que c'est plus compliqué de passer rapidement dans les courbes. Donc ce qui fait que les concurrents qui développent un peu moins de puissance peuvent un peu moins utiliser les freins, vu qu'ils arrivent moins vite que les concurrents qui sont les plus rapides. Donc ça peut un peu équilibrer les choses. Mais là on voit que du côté de Bernal, il n'a pas su gérer la situation. Il le finit même derrière Kelderman qui ne l'a pas fait à fond. Très clairement le néerlandais. Donc ouais, mauvais chrono pour Bernal. Et surtout je pense qu'il ne s'attendait pas à perdre du temps par rapport à Rubio, par exemple, ou encore par rapport à Ciccone. Rubio, il a eu de la chance. Il partait un peu plus tôt du côté de ce contre-la-montre, donc lui aussi il a fini plus tôt dans des conditions séchantes. Il y avait encore peu d'humidité quand il a couru. C'est pour ça qu'il est aussi bien placé, Rubio, parce que vous savez que c'est un coureur qui n'est pas très performant dans le contre-la-montre. Et là on le voit par rapport à Danoulle, c'est à peu près 1 seconde au kilomètre. Il y avait 28 kilomètres à parcourir aujourd'hui. Il perd 2 minutes 50, donc ouais, on est à peu près sur 1 seconde par tranche de 1 km, mais c'est à peu près le niveau qu'a Rubio. Même normalement c'est moins bien du côté de Rubio, c'est souvent un coureur qui est plus lent, mais je pense qu'il est parti vraiment dans les conditions qui étaient idéales, c'est-à-dire avec une route qui était assez peu humide et un vent qui était tombé également avant de partir. Donc c'était vraiment le mieux. Il y a Vacek aussi qui est parti quelques minutes après, et Vacek lui a fini sous la pluie malheureusement, mais il avait fait des bons temps intermédiaires Vacek parce qu'il n'avait pas de vent, contrairement à Danoulle. Mais voilà, Rubio s'en sort bien, ce qui fait que à la sortie des deux contre-la-montre, il n'a pas perdu énormément de temps. Einer Rubio, pourtant dans un exercice qu'il n'affectionne pas, donc il va falloir s'en méfier du Colombien. S'il a les jambes de l'an dernier, il peut reprendre pas mal de positions au général. Carapaz, lui, il avait fait un très bon premier contre-la-montre. Richard Carapaz, il avait perdu à peine 40 secondes du côté de l'Albanie, mais là sous la pluie, ça a été un petit peu plus compliqué à gérer pour le coureur équatorien. Peut-être moins habitué à utiliser son vélo de chrono que d'autres leaders, et peut-être donc moins à l'aise dans ces conditions-là humides. Et puis Ciccone, qui a jamais été un spécialiste du chrono, donc j'ai envie de dire que 2,48 c'est plutôt correct du côté de Ciccone, parce qu'on aurait pu s'attendre à un écart au-delà des 3 minutes assez facilement pour Ciccone. Normalement il devait vivre une très mauvaise journée aujourd'hui, donc
avec la pluie, je dirais 2,50 voilà, par rapport à Danoulle, mais ça fait beaucoup moins par rapport à Roglic, Ayuso. Donc là, c'est plutôt une bonne journée hein, du côté du coureur italien qui s'est vraiment bien battu. Sur ce chrono, Daniel Felipe Martinez, il l'a pas fait à fond et pourtant, il s'en sort bien vu qu'il était sur le sec, il partait tôt. Vacek, alors il aura des regrets parce qu'il était bien en premier intermédiaire et puis ensuite, lui, il s'est pris la pluie de plein fouet à partir du deuxième intermédiaire et là, il n'y avait plus grand chose à jouer hein, pour Mathias Vacek. À partir du moment où il savait que la victoire n'était plus qu'on pouvait plus espérer. Plutôt la victoire et voilà, je pense qu'il a un peu débranché dans la tête et puis il s'est dit bon bah si je me tôle ça peut être un désavantage à la fois pour Ciccone et à la fois pour Mats Pedersen. Je suis pas totalement le leader de cette formation, donc je vais plutôt le faire 50% de mes capacités sur la fin et pas forcément tout donner parce que j'ai bien compris que là en gros, j'avais pas grand chose à gagner du côté de Mathias Vacek. Storer, 2,33 Storer. Alors Storer, il est parti sur le sec. Il fait partie de ceux qui sont partis sur le sec et qui ont eu la pluie. Lui, il a eu la pluie sur la fin. Vraiment Storer, donc des conditions pas encore trop catastrophiques. La pluie commençait à tomber sur la fin de parcours. Alors la route était un peu humide, mais elle n'était pas complètement détrempée non plus. Du côté de Storer, donc on aurait pu s'attendre à un peu mieux quand on voit par exemple le temps qu'a fait Pellizzari, c'est 10-15 secondes de mieux, le temps que fait potentiellement un Chris Harper en 2,01. C'est vrai que je pense que Storer avait les capacités de faire un peu mieux pour le concurrent de la Tudor, mais il doit faire aussi avec un matériel, le vélo BMC, qui a été pourtant la référence du contre-la-montre hein, il y a une quinzaine d'années, quand la BMC, l'équipe avait ce vélo-là, notamment je pense à Cadel Evans, mais aussi à TJ Van Garderen. C'était des vélos qui étaient un peu référence BMC à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est une marque qui doit vraiment se relancer, surtout que c'est une marque qui a eu des petits soucis financiers BMC, et je pense que voilà, du côté de Storer, pas forcément le vélo idéal. Gaudu, il perd un peu de temps quand même encore hein, sur ce chrono. Bon, il avait déjà pas été très bon en Albanie. Peut-être un peu d'appréhension avec le vélo de chrono. Je rappelle que vendredi, sa main, il s'est troué la main aussi, hein, David Gaudu. Donc peut-être du mal à passer, pourquoi pas les vitesses. Vous savez que la position sur un vélo contre la montre est quand même très particulière, hein. Vous avez tendance à être comme ça, donc peut-être que main un peu cassée, le poignet un peu cassé, c'était douloureux pour David Gaudu, donc qui avait peut-être du mal à tenir la position, mais encore une fois, comme Storer, c'est des concurrents qu'on n'a quasiment pas vus, donc c'est difficile, hein. Là je fais des suppositions du côté de David Gaudu, mais c'est difficile à dire comment ils ont vraiment survécu dans ce contre-la-montre, mais c'est pas... voilà, c'est pas dingue, c'est pas une catastrophe non plus, on va dire que c'est moyen, même pour du David Gaudu, c'est un contre-la-montre qui n'est pas exceptionnel. Par exemple, on voit que Masnada s'en sort un petit peu mieux, un Mirko Maestri par exemple s'en sort un petit peu mieux. McNulty, et pourtant il est tombé, et puis lui il a eu beaucoup de pluie, McNulty, et puis il est tombé assez lourdement dimanche dernier, donc on voit que c'est pas exceptionnel, mais bon voilà, mais c'est surtout comparé à Mentiès quoi. Alors Mentiès qui a fait un très bon chrono, mais voilà, on voit que c'est là où ça fait un peu plus mal, c'est qu'il y a quand même, il se prend 20 secondes par Mentiès quasiment aujourd'hui. Pidcock, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Pidcock. Alors je sais bien que Q36 là aussi c'est des vélos Scott Q36. J'ai toujours un doute, je vais vérifier ça. C'est Scott leur marque de vélo? Oui, c'est Scott. Donc pourtant ils sont pas des mauvais vélos, mais on en avait déjà parlé il y a au moment de Tirreno, ou lors du chrono de Tirreno, il avait déjà pas fait un super chrono. Je sais plus qui avait fait un bon chrono du côté de la Q36, mais il y avait un coureur qui avait fait un bon chrono du côté de la Q36, et lui avait eu du mal. Ce jour-là, Thomas Pidcock, ça m'avait déjà un peu déçu.
Et ouais, là c'est encore la confirmation, peut-être du mal à trouver la bonne position sur son vélo par rapport au vélo qu'il avait chez Ineos, peut-être du mal voilà, à être performant. Mais s'il veut jouer les avant-postes sur les grands tours, il va falloir progresser dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que là c'est pas exceptionnel. Adam Yates, hein, là aussi mauvais chrono hein, du côté d'Adam Yates, parce qu'il est parti au moment de Roglic, Adam Yates, donc dans des conditions qui n'étaient pas encore trop catastrophiques. Et il finit quand même derrière Del Toro, il finit derrière Ayuso. Pour l'instant, la forme n'est pas exceptionnelle. Et on va commencer à se poser des questions chez UAE. Parce que normalement, le leader de rechange, et même c'était au départ le co-leader, on va dire, le leader de rechange du côté de... Alors j'ai perdu le classement, dis donc en direct. Mais le leader de rechange du côté de cette formation, c'était Adam Yates. Et là, le fait que Del Toro s'en sorte mieux qu'Adam Yates, je pense qu'on va commencer à réfléchir chez UAE. Si ça continue comme ça en deuxième semaine, le deuxième coureur protégé dans l'équipe, ça sera Del Toro et ça sera plus forcément Adam Yates. Donc là, il va falloir vraiment qu'ils mettent un coup d'accélérateur parce que pour le moment, ce début de Giro est vraiment très en deçà des attentes et des attentes que l'on peut avoir d'un leader chez UAE. Il faut très clairement le dire, on s'attend à un peu mieux d'un leader qui court du côté de cette formation. On remonte Donovan, Maestri, McNulty, Del Toro. Je crois que l'objectif quand même de Del Toro ce matin c'était de pas tomber. Lui il tombe dans les moins bonnes conditions avec Ayuso. Il s'est fait une petite frayeur en début de parcours aussi à Luc. J'avais oublié quoi là, Lucas c'était Luc. Mais il s'est fait une petite frayeur voilà, assez vite dans les 3-4 premiers virages où il passe un peu vite. Ça l'a peut-être refroidi à ce moment-là. Et puis Del Toro, c'est pas forcément le meilleur sous la pluie. Moi je me souviens du côté de Zurich, les championnats du monde, il fait la course espoir. Il n'était pas hyper à l'aise dans les descentes. Je me souviens qu'il y avait forcément la descente qui était rapide là où la jeune Suissesse est morte. Mais il y avait une première descente dans le parcours qui était un petit peu rapide. Et je me souviens qu'il avait été assez en difficulté sur ce passage-là. Alors que c'était une descente rapide mais pas forcément hyper technique, qui était légèrement humide, parce qu'il faut savoir que c'était la course presque qui s'est déroulée le plus sur le sec, la course espoir dans ces championnats du monde, et je m'étais dit là il y a encore un secteur où il peut se perfectionner, c'est sous la pluie, où j'ai l'impression qu'il n'est pas encore hyper à l'aise. Donc voilà, petite déception du côté de Del Toro. Pellizzari qui confirme que les jambes sont excellentes. Qui montre aussi, vous voyez la différence entre un coureur dans une équipe italienne de deuxième division et un coureur qui passe en World Tour. Pellizzari, il n'était pas très bon sur les chronos l'an dernier, du souvenir que j'avais, il perdait beaucoup de temps. Et là pourtant il s'en sort extrêmement bien aujourd'hui. Alors certes il est aussi parti sur le sec avec peu de vent, Pellizzari, mais là il fait aussi une belle étape. Juste derrière Anthony Perez. Mentis, très belle journée de Menties, qui avait déjà fait un chrono intéressant en Albanie. On en avait parlé, j'avais dit en Albanie. Pour du Menties, c'était pas mauvais. Là, c'est excellent. C'est peut-être même le meilleur chrono de sa vie, quasiment au Sud-Africain. Alors, on sait que c'est vraiment un exercice où il est pas bon. Normalement, aujourd'hui, il aurait dû finir à 3 minutes 30, voire plus. Donc, de le voir finir à 2,13, même reprendre du temps sur des storers ou autres, c'est plutôt satisfaisant. Et puis, ça montre quand même que les jambes sont pas si mauvaises que ça du côté de Louis Mentiès, et je pense qu'il aurait signé dès demain si on lui avait dit tu finis devant Del Toro et tu finis devant Michael Storer ou tu finis devant Pidcock ou Adam Yates. Je pense qu'il aurait été très satisfait, Louis Mentiès. Pedersen de 10, il l'a pas fait à fond, très clairement. Je pense qu'il a compris assez vite qu'il fallait prendre beaucoup de risques et il n'avait pas envie de ça, Pedersen, donc qui est parti plus tard. Alors il n'est pas parti encore dans des conditions qui étaient trop exécrables, Mats Pedersen, mais il est parti après Danoulle, après ces coureurs-là. Donc il est parti dans des conditions qui étaient plus complexes. Chris Harper, 31, de 0,1, c'est plutôt une belle journée. Il perd du temps que sur Tiberi et Ayuso et Simon Yates, donc c'est plutôt pas mal. Tiberi, lui, c'est le premier quasiment à s'être retrouvé vraiment dans des conditions extrêmement difficiles dans le final. Tiberi, donc une 53 de perdu. Je m'attendais presque à pire quand j'ai vu les conditions climatiques
Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour le rouleur italien. Alors c'est vrai que normalement il s'attendait plutôt à gagner du temps, mais en gros il perd du temps que sur Simon Yates, qui est moins bon que lui dans cette discipline. Il avait perdu du temps, il était un peu derrière Aruso, il était un peu derrière Roglic du côté d'Albanie, donc c'est plutôt pas mal. Voilà du côté de Tiberi. Simon Yates, il sait être bon sur les chronos. Alors normalement il était quand même plutôt performant sur des chronos plus courts avec des bosses, mais il a déjà été performant, hein. Vous vous souvenez du contre-la-montre en Hongrie, où il avait été très bon, Simon Yates. C'est un coureur qui sait rouler un peu sur le vélo de chrono. Il a profité également de partir un petit peu avant les archi favoris, donc ce qui fait qu'il est parti, je sais plus, 8 ou 7, donc il n'y avait pas encore totalement la route détrempée dans tout Pise. Voilà, lui il a eu la route détrempée, mais je pense en dernier kilomètre. Avant, la route n'était pas détrempée, et il a fait vraiment une très très belle course, Simon Yates aujourd'hui, donc il peut être très satisfait de sa performance. C'est plutôt une bonne chose. Arensman, il a fini sur le mouillé, mais il a commencé sur le sec, Arensman, et ça a vraiment été un avantage sur la première partie de parcours, où il s'en est très très bien débrouillé face notamment à comment il s'appelle, à Dan Houle. Donc ça a été plutôt bien, voilà, du côté d'Arensman, qui s'en est très très bien sorti. Garofoli, il est parti tôt, des conditions plutôt bonnes, donc ça fait un bon chrono, comme Dorian Godon aussi, une 16, qui finit juste derrière Primoz Roglic. Une 15 pour Primoz Roglic, 2 perdus. Il fait la bonne opération du jour, à part Derek G, qui a été meilleur que lui, mais Derek G qui était dans des conditions qui étaient encore pas hyper humides. Roglic il finit quand même, il y a pas mal de pluie. Je pense surtout qu'il a fait la danse de la pluie, Roglic à l'arrivée, parce que c'est après son passage que vraiment les conditions ont empiré du côté de Pise. Alors elles n'étaient pas exceptionnelles, mais après son passage vraiment ça s'est énormément dégradé. Donc je me demande s'il a pas fait une danse de la pluie, Roglic, pour que certains leaders soient loin du côté du classement général de cette étape. Donc c'est plutôt une bonne chose du côté de Roglic. Après je pense qu'il sera quand même pas satisfait totalement de sa performance, parce qu'on voit qu'il est battu par un Derek G qui part pas beaucoup plus tôt que lui, et je pense que il sera content parce qu'il reprend du temps sur Ayuso, il reprend du temps sur un peu tout le monde, mais en performance pure, je pense qu'il s'attendait peut-être à un petit peu mieux, et qu'au niveau des jambes, j'ai pas l'impression que c'était fantastique du côté de Primoz Roglic. On poursuit cette vidéo avec quasiment le top 15. On commence avec Van Aert. Pas un bon chrono pour Van Aert. Je l'avais pas mis parmi mes favoris, parce que j'avais dit, bon, peut-être qu'avec les émotions du week-end et notamment de dimanche, il aurait peut-être du mal à relancer la machine. Bah, lui, il est parti sur le sec, hein. Et je pense qu'il est même parti avec un peu moins de vent que les Dan Houle, les Tarling et autres. Mais ouais, c'est pas un super chrono, voilà, de Van Aert. Ce qui peut-être confirme que les jambes sont pas encore parfaites du côté du Belge. Après, est-ce qu'il l'a fait à fond? Peut-être que si on a vu qu'on était à plus de 30 secondes, il s'est peut-être dit, bon, je vais pas le faire à 100%, mais c'est vrai que sur HBO, je regardais la course sur HBO, j'ai eu les coupures aussi, moins présentes que les jours précédents. Parce qu'il y a des jours vraiment où il y a des périodes où tu avais des coupures, c'était hyper saccadé. Alors la petite astuce, alors c'est dommage parce que vous êtes obligé de vous retaper de la pub, mais moi j'ai trouvé la petite astuce, c'est de retourner sur Eurosport 1, sur les chaînes officielles, de pas regarder sur le flux direct du Giro sur Max, mais c'est vrai que c'est quand même super bien quand tu payes 5 euros d'option sport, qui est obligatoire, parce que tu peux pas payer que l'option sport. Quand tu payes donc 10 balles par mois quasiment, parce que moi j'ai l'abonnement pub classique que j'ai payé sur l'année. Ça fait un peu mal au cul quoi, de pas avoir un truc qui est pas fluide, voilà, du côté d'HBO Max. Et au départ moi je croyais que c'était ma box qui déconnait, et c'est quand j'ai vu sur Twitter, ah non c'est pas ma box, non, ça arrive à tout le monde. Du côté donc de Van Aert, ouais, je pense que il l'a pas fait, enfin il a fini un peu en roue libre, parce qu'il finit quand même très loin, et normalement il doit être dans le top 10. Aujourd'hui, même s'il n'est pas à 100%, il doit finir dans le top 10. Quand tu vois qu'en plus Asparen, par exemple, Milesi sont dans le top 10, je pense qu'il ne l'a pas fait à 100%. Voilà, du côté de Van Aert. Max Poole,
Il a eu un cul monumental, Max Poole. Encore plus, je pense, que Godu. Il a fini sur le sec. C'est l'un des derniers à avoir eu le parcours entièrement sur le sec, Max Poole. Il est parti sur le sec, il a fini sur le sec. Il a eu très peu de vent au final. Donc, je pense qu'il a saisi sa chance. Ça fait en plus 2 petits points pour Picnic. Et ça, c'est pas une mauvaise affaire, parce que quand on voit la situation de l'équipe par rapport à Astana. Non, c'est plutôt une très très bonne journée, voilà, pour Max Poole. Et puis, pour l'objectif classement général, c'est pas mal, hein, également pour lui. Bon, Baroncini, il l'a fait à fond parce que je pense qu'il a donné des temps de référence à ses leaders. Bon, pas de chance, c'est que ses leaders sont passés sous la pluie, donc je suis pas sûr que ces temps de référence aient énormément servi. Casper Asgreen, Milesi, c'est quand même fou parce que je rappelle qu'il est champion du monde espoir ou vice-champion du monde espoir, je ne sais plus. Parce qu'ils étaient 2 très forts. Son année où les espoirs, ils sont 2 extrêmement forts chez les espoirs. À l'époque, il était chez DSM, Milesi. Et je trouve que depuis qu'il est, on va dire, en élite, ses chronos sont vraiment pas dingues. Pour un pur rouleur, parce que lui, il n'a pas forcément d'autres qualités aujourd'hui, Milesi, t'es obligé d'être un minimum dans le top 5 des chronos, quoi. Et lui, top 5 des chronos, il n'y arrive pas, hein, pour le moment, Milesi. Donc pour moi, c'est quand même un peu une déception. Asparen, bien. Très bien, Asparen. Sur un chrono comme ça, pour un mec qui a placé quand même toute sa carrière en 2e division. Du côté d'Asparen, c'est vraiment un très très bon résultat, juste derrière Redburn. Frigo, c'est surprenant. Alors lui, il est parti, il faisait encore sec. Mais Frigo, il est parti plus tard que Danoulle, que Tarling, il est parti un peu après Tarling. Et Frigo, il a fait un très très bon premier intermédiaire. Premier intermédiaire, il est plus rapide que Danoulle, il est juste un petit peu plus long que Tarling. Et puis ensuite, il s'est quand même bien tassé sur la 2e partie de course, mais je m'attendais pas à le voir dans le top 10 aujourd'hui, Frigo. La gestion de l'effort n'a pas été parfaite, mais sur un parcours comme ça s'est plutôt bien déroulé. Luc Plat passe à place, 44 secondes, parti avec les autres à peu près dans le même groupe. Donc je dirais qu'il est plutôt à sa place. Gevine, dommage, Gevine dérailleur. Voilà, problème de dérailleur du côté de Gevine, il doit changer de vélo. En plus, le changement de vélo est pas parfait. Il n'arrive pas à remettre son compteur. Il perd un temps fou à essayer de remettre son compteur. Il perd beaucoup de temps là-dedans. Et puis surtout, sur un chrono comme ça où il y avait assez peu de relance, on est quand même sur une moyenne à 52,8. Aujourd'hui, même si je pensais que ça roulerait un petit peu plus vite que sur ces moyennes-là, forcément, en gros, le temps qu'il a perdu à ce moment-là, c'est du temps qu'il a jamais pu récupérer. Alors même s'il a perdu du temps sur le premier intermédiaire, et sur le premier intermédiaire, on était plutôt à 49 de moyenne, 49,5 de moyenne. Forcément, le temps déjà de s'arrêter, de montrer que tu as un problème, le temps de trouver une zone pour s'arrêter. Ça va, il s'arrête plutôt dans une zone où il y avait de la place. Le temps de changer de vélo, le temps de redémarrer encore plus avec ce problème de compteur. Je pense qu'aujourd'hui, il était dans les temps de Danoulle. Donc forcément, c'est très frustrant parce qu'en Albanie, les 2 secondes pour moi, elles sont dues à la chute de la veille. Et là aujourd'hui, je pense qu'il y avait de quoi aller chercher la victoire parce que il y a bien 30 secondes de perdu dans l'affaire, et je pense voire même plus. Donc c'est frustrant, voilà, pour Gevine parce que sur ce Giro, il passe à côté de 2 victoires, hein, potentiellement. Là, il y avait de quoi faire. Affini, je m'attendais à ce que l'écart soit un peu plus court que ça, même par rapport à Tarling. Je pensais qu'il serait un peu plus haut dans la hiérarchie. Voilà. Je pensais qu'il serait devant Cataneo, qu'il serait devant Ether. Donc je le trouve un peu loin, voilà, dans la hiérarchie. Après, c'est un bon chrono du côté d'Affini. Il n'y a pas de gros défauts, mais je le voyais un petit peu plus haut. Cataneo à sa place. Enfin, il a des bonnes jambes, Cataneo, hein, depuis le début de ces 3 semaines. Je trouve qu'il a vraiment des très très bonnes jambes, Mattia Cataneo. Il va falloir voir ça pour la suite. Ethan Ether, très bien aussi.
Non, très bien. J'ai l'impression que plus les jours de course passent du côté des Tannetters, plus il retrouve de la confiance, plus il retrouve du rythme. Son début de saison chez Soudal Quick-Step m'avait pas vraiment émerveillé. Et là, je trouve que plus ça avance dans la saison, mieux c'est du côté des Tannetters. Est-ce qu'il a démarré l'année avec des petits soucis physiques ou est-ce qu'il s'adapte de mieux en mieux à la formation ou soit il avait vraiment la fin chez Ineos ça a été tellement compliqué, je pense que pour les Tannetters que le redémarrage chez Soudal Quick-Step, il a fallu un petit temps pour se remettre des émotions, on va dire, de la fin de sa saison chez Ineos où il avait vécu une dernière saison compliquée. Mais je trouve que c'était vraiment pas mal aujourd'hui. Quand tu vois, il finit qu'à 3 secondes de Tarling, hein, donc c'est vraiment bien. Tarling, chez Ineos, on a quand même une faculté à s'entêter à emmener des braquets énormes. Tarling, c'est pas la première fois qu'il le fait. Mais je trouve que ça lui coûte énormément de résultats. Déjà, aux Jeux Olympiques à Paris, il a un énorme braquet sur un parcours où, sous la pluie, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et je pense que ça lui coûte beaucoup déjà à Paris, le fait d'avoir emmené un braquet énorme. Et là, tu le vois bien, il n'arrive pas à l'emmener dans les portions de plat. Il était à 85 tours minute, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Un chrono, c'est 100 tours minute. Voilà. En gros, à 100 tours minute, t'es bien sur un chrono. Aux alentours de 100 tours minute. Je veux bien que tu aies une petite marge d'erreur, on va dire à 96, 95 ou 105 de l'autre côté, mais pas à 85 tours minute. Même sur la fin, 90, c'est pas assez. Il n'emmène pas son braquet. C'était beaucoup trop gros. Alors, est-ce qu'ils ont pensé que le vent serait moins fort et le vent était plus fort que prévu pour eux? Mais on le voit. Sur la première partie, peut-être plus... la première partie était plus en ville. Donc sur une première partie peut-être plus protégée, avec des portions où il y avait peut-être aussi un petit peu plus de vent d'eau que sur la suite. Il passe plutôt bien. C'est au premier intermédiaire, il a une quinzaine de secondes d'avance sur Danouleux. Tu te dis, bon, il va être dur à rattraper aujourd'hui Tarling. Et puis ensuite, dans les zones très dégagées, entre le deuxième et le troisième intermédiaire, il perd un temps fou. Et là, je pense que c'est parce qu'il n'arrivait pas à emmener son braquet du tout. Il l'emmenait pas le braquet. C'est pas la première fois, on l'avait vu aussi avec Tobias Foss l'an dernier sur l'UAE Tour où pareil ils avaient emmené un énorme braquet sur toute la première partie, il a l'air à l'emmener, alors sur la fin il revient mais il perd tellement de temps sur les 5 premiers kilomètres du chrono qu'en gros derrière c'est un peu la merde. Et je trouve que Ineos a tendance ces derniers temps, ça fait depuis 2 ans que Ineos emmène des bracasses énormes pour ses coureurs. On l'a vu également avec Geraint Thomas parfois l'an dernier ou même avec Arensman. Et je trouve que souvent les mecs n'arrivent pas à emmener leur braquet. Alors je sais pas si c'est imposé par l'équipe ou si c'est les coureurs qui décident, mais ça ne fonctionne pas. Là aujourd'hui Tarling, il doit gagner. Ben, il n'emmène pas le bon braquet. Enfin, tu le voyais, il forçait. T'as les épaules qui bougent. C'est quand même un grand gabarit, Tarling. Donc le voir avec les épaules qui bougent, parce que il est obligé d'avoir ce mouvement-là pour emmener le braquet, pour avancer le braquet. Donc c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à l'emmener correctement. C'était pas fluide, son coup de pédale n'était pas fluide, donc c'était pas bien. Voilà, c'était une mauvaise idée. Et le grand vainqueur du jour, Danouleux, parti un peu avant. Les Tarling, les Heather, tous ces mecs-là, il est parti gérer une vingtaine de minutes, trentaine de minutes avant. Parce que c'est le premier grand leader, enfin le grand favori pour ce contre-la-montre à être parti. Moi j'avais dégagé Roglic pour lui, dans mes favoris. C'est-à-dire que mais déjà, même si ça avait été sur le sec, hein, c'est-à-dire que hier, quand j'ai fait mes favoris, je l'ai mis parmi les 3 favoris du jour, pas parmi la grosse cote. Et j'avais vraiment dégagé Roglic pour lui. J'ai dégagé Roglic pour lui. Parce que il m'avait vraiment fait une belle impression en Albanie. Il est premier temps à l'intermédiaire en Albanie. Et ensuite, il perd du temps sur la fin où c'est Tarling qui arrive à revenir sur la deuxième partie de course. Mais il avait vraiment été très bon au premier intermédiaire. Pendant très longtemps, il avait le meilleur temps. Et ensuite, il avait un peu souffert sur la fin. Mais je trouve qu'il avait déjà fait un très bon contre-la-montre. Et là, sur un parcours beaucoup plus linéaire, où il y avait moins de changements de rythme, il s'en est très très bien sorti. Et là où il fait l'écart, c'est entre l'Inter 1
et l'Inter 2, donc dans cette portion intermédiaire, dans cette portion centrale de course, où là il fait l'écart, parce qu'il emmène du bon braquet, parce que contrairement à Tarling, il emmène pas trop gros, que contrairement à Ayuso, il n'emmène pas trop petit, parce que c'est vrai qu'Ayuso, qui finit, c'est vrai qu'on en a pas, j'ai pas parlé d'Ayuso au final. Ayuso, bon chrono aujourd'hui, hein. Sous la pluie, il s'en sort bien, mais c'est vrai qu'Ayuso, moi à chaque fois, je vous le dis, il me fait penser à Contador avant la période 2009. Je vous le dis à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on m'a dit, pour certains, il fait plus penser à Valverde, mais moi, il me fait penser à cette période Contador avant qu'il se fasse choper pour dopage, donc dans la période jusqu'en 2009, où Contador, il avait cette qualité à changer de rythme de manière assez violente, ce qui est la qualité d'Ayuso. Mais il était bon sur les chronos, Contador, mais il avait un énorme défaut. Il n'arrivait pas à tenir sa position. Regardez les chronos, moi je me souviens notamment d'un chrono à Paris-Nice, si vous retrouvez les images, je ne sais pas, sur YouTube ou sur Dailymotion, où à chaque fois, il y avait les fesses qui faisaient ça, pendant tout le chrono. Parce qu'il n'arrivait jamais à tenir la position au niveau de l'arrière, peut-être parce qu'il emmenait trop gros à l'époque, mais il n'arrivait jamais à tenir la position. Et là, Ayuso, à des moments, il tourne tellement les jambes que ça mériterait une dent de plus. Ça mériterait, autant je trouve que du côté de Tarling, le braquet était trop gros, autant du côté d'Ayuso, et pourtant on est sous la pluie. Alors ils ont peut-être enlevé du braquet pour qu'il relance mieux sous la pluie, parce qu'ils se sont dit sous la pluie ça sera peut-être plus compliqué pour les relances. Et je trouve que parfois il était un peu limite à fond de pédale, donc il a peut-être perdu une chouille de temps dans cette situation-là. Mais sinon, c'est un bon chrono, 1 minute 28 de perdu, vu les conditions dans lesquelles il a fait le chrono, c'est plutôt bien. Et Danoulle, lui, je trouve qu'il il a tout bien fait aujourd'hui. Les trajectoires étaient plutôt bonnes, de ce que j'ai vu. Et sur la fin, vraiment, il finit avec un bon tempo. Donc, non, vraiment bien du côté de Danoulle. Première victoire en World Tour et première victoire dans un grand tour pour Danoulle aujourd'hui, qui fait la doublette à 24, parce qu'il est jeune, Danoulle encore. Non, 26. Je le voyais plus jeune que ça. Danoulle. Mais il est arrivé assez tard quand même chez les pros, à 22 ans. Enfin, à 23 ans, il est arrivé chez les pros. Avant, il était chez SEG Racing Academy. Vous savez, cette équipe qui était fondée par des agents qui essayaient de mettre en avant les jeunes talents. Le classement général, Del Toro qui garde la tête du classement général pour 25 secondes sur Juan Ayuso. Donc il garde le maillot rose, ça c'est une bonne nouvelle. Tiberi 3e qui confirme avec Simon Yates et Roglic à ses trouches, ce qui fait une bonne opération quand même, mais on aurait pu s'attendre un petit peu mieux du côté de Roglic. McNulty 6 devant Adam Yates, s'y connaît. Derek G remonte à la 12e place et Bernal qui quitte le top 10 et Arensman lui repasse devant du côté de la hiérarchie chez Ineos. Et puis David Gaudu passe 26e avec Luis Mentis à ses trousses, et c'est pas le premier français, c'est Nicolas Prodhomme qui est premier français du côté du classement général. Le classement du maillot vert, du maillot cyclamen, c'est Mats Pedersen qui est toujours en tête. Tarling remonte à la 11e place du côté de ce classement, avec toujours quasiment 100 points d'avance sur tous ses adversaires. Le classement de la montagne toujours dominé par Fortunato, car il n'y avait pas de points aujourd'hui pour le classement de la montagne. Le maillot blanc, donc c'est Del Toro devant Ayuso, Tiberi, Vacek, Pellizzari qui complète le top 5. Pellizzari qui a le même temps que Vacek, donc ça c'est intéressant. Et puis du côté du classement par équipe, UAE qui conforte sa première place avec 12,54 d'avance sur la Visma. Lidl passe 3e, première équipe française, la Groupama en 12e position de ce classement. Et la lanterne rouge pour le moment, c'est Alexander Krieger. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!